donc, je parlais de cette vidéo qui a été lancée la semaine dernière. Hein. Macron pourrait démissionner. En fait, il se moque éperdument de nous, hein, puisqu'en fait, il n'a aucune intention de démissionner et qu'on en est très loin du niveau où il pourrait démissionner. Hein. Faut vraiment en être conscient. Et que la seule échéance certaine pour pouvoir le faire sortir de l'Élysée, c'est 2022, puisque là, il y a une élection qui est programmée. Donc là, je pense qu'il est plus que temps d'atterrir, comme je dis, et de se mettre en ordre de marche pour ça. Alors cette vidéo que j'ai fait un petit peu à brûle-pourpoint la semaine dernière a quand même rencontré un gros succès, hein, puisque elle a plus de 20 vues, 20 000 vues, pardon, plus de 20 000 vues en 5 jours, là. Donc ce qui est bon, c'est évidemment, c'est pas les 5 millions de vues de Vincent Lindon, hein, mais il y a un petit peu plus de contenu politique quand même, je crois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est plus de 500 partages, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont appropriés, qui ont beaucoup partagé cette vidéo, qui est devenue un peu virale. Donc c'est assez intéressant. Voilà, maintenant, ben, il y a beaucoup de gens qui disent, bah, voilà, il a raison, hein, donc moi j'ai raison dans ce que j'ai dit, mais comment faire? Voilà, un petit peu comment est-ce qu'on pourrait dépasser les blocages avec le peu de chance et qu'il soit battu en 2022, donc de sortir de la situation, et quelle serait la clé de la réussite. Et comme je l'ai déjà dit, hein, pour moi, la clé de la réussite, c'est vraiment de s'appuyer sur le peuple et sur ce qui a été réussi en 2005, sur le référendum de 2005, sur le même sujet, sur le sujet constitutionnel. On va y revenir, hein, de toute façon, hein, sur ce sujet-là. Ça va être un sujet récurrent. Il va y avoir une nouvelle vidéo à ce sujet-là. Donc c'est vraiment le point le plus important, c'est la mise en place de la 6ème République. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut réunir largement le peuple. Là, on avait gagné à 55%, c'est quand même pas rien. Et depuis, je pense que la population a pu, qui est dans cette optique, n'a pu qu'augmenter. Donc ça, c'était le premier sujet, je dirais. Le deuxième sujet que j'aurais souhaité aborder, c'est la question de Front Populaire. Donc la revue de Michel Onfray, hein, dont j'ai déjà parlé un petit peu, donc qui va sortir donc demain, parce que en fait ils ont souhaité s'aligner. Donc c'est les 80 ans de l'appel du général de Gaulle. Donc à un jour près, il devait ouvrir aujourd'hui, mais ils ont décidé de reculer d'un jour l'ouverture, donc pour s'aligner sur l'appel du 18 juin du général de Gaulle, pour ce qui me semble plutôt une bonne idée, effectivement. Donc je vous rappelle, hein, donc il y a une contribution qui a été faite justement sur ce sujet de la Constitution et de la clé du succès pour 2022 qui tourne autour de ça. Donc voilà, donc c'est frontpopulaire.fr. Donc voilà, c'est bon, on verra, mais la mayonnaise a l'air de prendre. Bon, on verra comment est-ce que un PSICR, une perspective de la 6ème République, va peut-être s'inscrire là-dedans. On verra. L'avenir n'est pas écrit. Hein, il y a plein d'initiatives, comme j'ai déjà dit. Mais bon, là, je pense que c'est une initiative intéressante et qui mérite, qui a toutes les chances d'être au bon niveau politique. Et donc à suivre de près. D'ailleurs, à ce sujet, je profite pour en parler dès maintenant. Il n'y aura pas de mercredi de l'espoir la semaine prochaine, justement parce que je vais travailler sur ces sujets-là la semaine prochaine. Donc, je serai certainement pas. Il n'y aura certainement pas de mercredi de l'espoir la semaine prochaine, puisque il y a des contacts, voilà, qui sont pris pour faire avancer le schmilblick. Alors, autre sujet, la barbarie qui s'accroît. Donc la barbarie qui s'accroît, bon, ben, je pense que vous avez vu les images, hein, de Dijon notamment, mais aussi à Nice.
avec des gens armés, avec des armes d'assaut. C'est-à-dire on contrôle de plus en plus les gens qui détiennent des armes de manière légale, que ce soit les chasseurs ou les tireurs sportifs ou des gens, je dirais, au-dessus de tout soupçon. Et là, on voit en fait qu'il y a des armes de guerre hein, qui sont interdites. Hein, donc, les autres armes sont interdites aussi à la détention si vous n'avez pas soit une autorisation, soit une déclaration. Mais là, voilà quoi. Et on est vraiment dans des scènes de guerre. Hein, donc, on est dans l'affrontement des gangs et des tribus. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce que j'en ai déjà parlé, hein, si vous reprenez les vidéos que j'ai faites sur la barbarie. Alors, voilà, ça, c'en sont des prémices. Donc la barbarie, quand je parle de la barbarie, ça devient de plus en plus concret. Donc je vous le dis, il faut vraiment se réveiller. Avant, parce que vous croyez que ça va pas aller en diminuant. Hein. Je vous rappelle 2005. Là, il faut bien voir que la police, etc., en fait, ils sont dans leurs petits souliers, en fait. Parce que imaginez que là, peut-être ils arrivent à contrôler ça, mais s'il y a 10 villes, 50 villes, 100 villes qui sont dans cette situation-là, vous croyez qu'on est en mesure de faire face? Bah, pas du tout. Pas du tout. Donc, vous voyez où on en est? On n'est pas loin, hein? On n'est pas si loin du point de bascule, hein? Donc réfléchissez-y et il est temps de se bouger le cul, hein, enfin, pour parler un peu crûment, il est vraiment temps de se bouger le cul parce que ça sera quand ça sera trop tard. Parce que si vous avez, admettons maintenant, demain il y a Marine Le Pen qui vient au pouvoir, là ça risque de clasher direct. Ça va clasher, mais... Et je vous dis, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. D'accord? Donc... Réfléchissez. Donc ça vient d'où? Ça vient du communautarisme. Ces gangs, ces tribus, c'est des formes de communauté. On promeut les communautés, mais de toutes sortes. Hein. Enfin, vraiment, je ne vais pas les énumérer, mais des communautés de toutes sortes. La communauté, il doit y avoir une seule communauté, c'est la communauté nationale. Il faut qu'il y ait un ciment national. Et donc, toutes ces propagandes sans cesse dans les télévisions, dans les médias, etc., à promouvoir la communauté, les différences, etc., etc., non. Il y a une communauté française, sinon ça finit comme ça en guerre civile. C'est la yougoslavisation. La Yougoslavie, c'est ce qui s'est passé. La Yougoslavie, pourquoi il y a des guerres incessantes, les Balkans, qu'on appelle les Balkans, depuis tant d'années? C'est parce qu'il y a plein de communautés qui ne se mélangent pas et qui se fritent régulièrement. Tous les 10, 20, 50 ans, ils se tapent dessus. Voilà ce que ça donne le multiculturalisme. Le multiculturalisme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez des cultures qui sont... Vous avez forcément une culture largement dominante. Il peut y avoir quelques petites apports, etc. Et surtout de l'incorporation dans un avenir commun. Et c'est ça, la perspective. Une 6e République, c'est ça. Et c'est pas par des mesures de police, hein, donc je l'ai dit déjà, mais les limites des mesures de police, c'est pas comme ça, c'est pas par des mesures de police que vous gagnez du temps avec des mesures de police ou des mesures d'armée, enfin, c'est la même chose. Hein. Toutes ces mesures de violence qui en fait répondent à la barbarie par une autre barbarie, quelque part. Hein, on tape, mais moi je tape plus fort. Hein. C'est ça ce que ça veut dire les mesures de police. Vous pouvez gagner du temps, mais si vous ne donnez pas une perspective, une vision, un avenir, un rebond civilisationnel, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Hein, je pense que n'importe qui peut comprendre ça assez aisément. Donc il faut partir vraiment au niveau, et au niveau, c'est pour ça que moi je suis très serein. C'est pas le mot serein, parce que quand je vois ça, je suis pas serein, mais je dis l'approche un P6R, une perspective de la 6e République, même si nous sommes qu'une poignée, même si nous sommes peu nombreux, je sais que nous sommes sur la bonne route et que c'est la route qu'il faut tracer. Voilà. Et c'est celle-là qui peut réussir. Et pas une autre. Et si celle-là échoue, eh bien, n'y pensons pas. Dans quelques dizaines de mois, ce sera trop tard. Dans quelques dizaines de mois, hein, c'est demain, hein, c'est dans quelques années, ça veut dire. Après 2022. 2022, c'est la dernière échéance. Donc il faut vous mobiliser. 2022, c'est la dernière échéance. Après, ça va être bien plus difficile. Alors, il y a d'autres thèmes que je vais développer à la fin, notamment au travers de la crise du Covid-19. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est le prochain lieu de la bataille sera sur la démocratie.
et donc sur la Constitution, parce que le cœur de la démocratie, c'est la Constitution. Et on l'a bien vu, et on le reverra à la fin sur la critique de ce qu'a dit la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, donc la Cour constitutionnelle allemande, qui a été critiquée par la Cour de justice de l'Union européenne, par communiqué de presse, mais c'est là-dessus parce qu'ils ont échoué en 2005 à imposer une constitution, même si après ils ont fait un traité, mais un traité, ça n'a pas la valeur d'une constitution au point de vue juridique. C'est en dessous, c'est un cran au-dessus. Donc là, ce qu'ils essayent, ils vont essayer absolument, comme ils veulent arriver à leur fin, hein, Macron en est vraiment, c'est un idolâtre de l'Europe et de ce truc qui ne peut pas exister. Hein. Ou alors il faut faire comme la guerre de sécession aux États-Unis et tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui ne veulent pas faire partie de la même union. C'est ça que ça veut dire en clair. C'est éradiquer tous les peuples, mais bon, c'est pas du tout le chemin qu'on prend. Hein. C'est encore une autre barbarie, ça, quelque part. Et donc, ils profitent de ça, donc ils vont profiter de ça pour essayer d'avancer sur leur projet de casser les aspects constitutionnels nationaux pour, comme ils ont échoué en 2005, réussir à surpasser ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont en train de casser la sécurité sociale et les assédiques, etc. Et tout, en définitive, ce qu'on appelait les jours heureux, ce qui a été fait à la libération de 1945, c'est-à-dire l'œuvre du général de Gaulle et des gens qui ont libéré et qui ont combattu le nazisme. Faut pas l'oublier, ça, quand même. Mais donc, là, c'est ce qui est dans le viseur. Parce que là, ils mettent la sécurité sociale. Moi, j'ai touché de l'argent. Moi, je suis travailleur indépendant. J'ai touché de l'argent de la Sécu. Normalement, on paye des cotisations à la Sécu. On n'est pas là pour toucher de l'argent de la Sécu. Sauf si vous êtes malade, évidemment, c'est qui est fait pour ça. Donc là, ils sont en train de faire un trou énorme dans la Sécu. Et je pense qu'ils font la même chose dans les assédiques pour dire « Ah, bah vous voyez, c'est complètement en déficit. Ah, bah on est obligé de privatiser. » Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Moi, j'entends personne dire ça, mais moi, c'est ce que je vois qu'ils sont en train de faire. Donc ça c'est encore une barbarie, parce que ça veut dire que il va y avoir plein de gens qui vont plus pouvoir se soigner derrière. C'est ça. Ou qui n'auront plus de retraite, ou qui auront des retraites de misère, ou qui n'auront plus de chômage. Voilà, ça c'est encore une augmentation de la barbarie. Vous voyez, quand je vous disais que ça pousse comme des champignons, ça pousse comme des champignons, et ça va aller crescendo. Donc, réveillez-vous pendant qu'il est encore temps, et c'est pas en allant manifester, etc. Il y a un truc qui va leur faire peur, c'est l'élection présidentielle. On peut, parce que là, c'est une échéance qu'ils ne peuvent pas éviter. Ils ont des moyens, mais ils ne peuvent pas éviter cette échéance-là. Et si on a ce qu'il faut pour réunir le peuple, on l'a déjà fait en 2005, on peut le refaire en 2022. Alors, notamment, des armes, voilà, par exemple, la mort de George Floyd, donc, avec tout le battage médiatique qu'il y a eu et tout ça, mais bon, j'y reviendrai à la fin. Bon, c'est vrai que j'ai déjà un petit peu développé, je suis désolé, mais voilà, attention à la division. Attention à la division. Pourquoi vous croyez qu'ils mettent ça en avant dans les médias, etc. Quand ils ne veulent pas parler de quelque chose, ils n'en parlent pas. Et je peux vous dire, c'est blackout et vous n'en entendez pas parler du tout. Là, ils l'ont bien mis en avant, etc. C'est quoi leur objectif? C'est de nous diviser. C'est diviser, communautariser, voilà. Ils poussent les communautés pour eux mieux régner. Ils pensent qu'ils vont mieux régner, vont régner sur un tas de centres, sur un tas de gangs et de tribus et de machin, c'est parce que moi je suis de telle couleur, moi c'est parce que je suis machin, etc. Et donc, aller dans la violence, c'est de la barbarie, ça ne peut ajouter que de la barbarie. La barbarie ne fait qu'ajouter à la barbarie. Voilà, donc ça c'était un peu sur l'actualité, mais j'y reviendrai à la fin, peut-être plus rapidement du coup, parce que j'ai été un petit peu vite là. Voilà. Donc, notamment sur le recul démocratique, sur le fédéralisme, je vous invite à revoir, mais on le verra à la fin. Alors, aujourd'hui, le sujet principal, c'est Assemblée constituante ou Constitution. Parce que la question se pose. L'Assemblée constituante, il y a beaucoup de groupes qui disent, bah oui, on veut une vraie démocratie, donc on veut, il y a Étienne Chouard, André Belon, Wikicrat, etc. Tout un tas de gens qui veulent mettre en place une constituante, même la France Insoumise, Mélenchon, tout le monde, voilà. Donc,
Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut mettre une constituante. Et puis il y a une autre possibilité également, c'est d'arriver à l'élection présidentielle en disant, voilà, nous on arrive avec une constitution qu'on a préparée en amont et on vous la propose. Ces deux démarches qui sont légitimes. Hein, il y a des plans de constitution, on va étudier ça justement, qui se sont faites de cette façon ou de l'autre. Donc, on va essayer d'étudier un petit peu ce que c'est qu'une constitution, ce que c'est que dans le contexte actuel, avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, ce vers quoi il faudra aller. Et moi, je suis guidé par le réalisme. Voilà. Il faut que ça soit faisable, parce qu'on n'a plus le temps de se permettre de jouer. C'est bientôt trop tard. Là. Et vous comprenez l'urgence de la situation, on n'a plus le temps de jouer. On n'a plus le temps de jouer. On n'a plus le temps de se faire plaisir. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux d'une assemblée constituante, c'est donc déjà poser un peu de quoi s'agit-il, de quoi est-ce qu'on va parler. Donc, une assemblée constituante, bah, c'est des gens qui vont se réunir et qui vont écrire une constitution. Donc, ils vont être soit élus, soit désignés, soit tirés au sort, etc., etc. Donc, ça, c'est à voir. Hein, donc, ou bien, l'autre cas, c'est la proposition plus, effectivement, d'un président pour la 6e République, c'est d'avoir une constitution préparée en amont. Quelque part, c'est pour ça que je dis l'assemblée constituante, c'est maintenant. Si vous voulez participer à cette constitution, c'est maintenant qu'il faut y travailler. Il y a des principes qui sont posés, une architecture qui sont posées, et on l'élabore en amont, et puis on la propose en même temps que l'élection présidentielle. Voilà. Voilà les deux démarches. Hein. La première, c'est une assemblée constituante. Bon, il y a eu 6 assemblées constituantes en France, dans notre histoire récente. Et puis, bah, la Constitution, par exemple, proposée en amont, bah, c'est celle de Gaulle en 1958. Alors, il faut bien voir, c'est que pour donner l'enjeu et pour donner un peu de contexte à tout ça, il y a ce que j'appelle différents niveaux de modélisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien vous faire comprendre ça, il y a, ça c'est important de l'intégrer parce que vous allez voir ce qui va suivre, il faut bien l'intégrer. C'est le « ceci n'est pas une pipe » de Magritte. C'est ces fameuses séries de tableaux où il a peint des pipes en disant « ceci n'est pas une pipe ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la représentation d'une pipe, mais qu'une pipe, ça se fume, c'est un objet en 3 dimensions qui est en bois, etc., différents matériaux, dans lequel on met du tabac, etc. Ce qu'il est en train de montrer là, c'est un tableau. Donc, c'est la représentation d'un tableau, la modélisation d'une pipe. D'accord? Donc, on représente une pipe, mais ça n'est pas une pipe. D'accord? Donc, on va voir que quand on fait de la théorie, comme ça, il y a différents niveaux de modélisation. Il y a le réel, puis il y a le modèle du réel, etc., etc. Et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, parce qu'il y a un parallèle complet qu'on peut faire avec les constitutions et avec une constitution. Donc, ne pas confondre la pipe, l'objet concret pipe, avec plein de pipes de même modèle qui peuvent être faits, et là, cette représentation d'un exemplaire d'une pipe. D'accord? Alors, on va faire un détour là-dessus, mais c'est important de bien le comprendre. En informatique, on travaille là-dessus, hein, enfin, c'est surtout quand on fait de l'architecture comme moi, on est très sensibilisé à ces différents niveaux de modélisation et on va les détailler maintenant. On va prendre un exemple. Par exemple, je vais prendre un objet, ma Clio. C'est une Clio qui est immatriculée AB123YZ. Voilà, c'est une voiture, c'est un objet concret, physique, comme la pipe que l'on vient de voir. Eh bien, au-dessus de ça, le modèle de ça, la représentation de ça, c'est la notion de Clio. Quand je dis Clio, bah, ça appelle toute une classe d'objets qui ont plein de propriétés communes. Donc, par exemple, où les plans de la Clio, eh bien, c'est une représentation de la Clio, des objets Clio qui vont être faits en de multiples exemplaires. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une classe. Hein. C'est une classe d'objets. Il y a des objets et il y a la classe de tous ces objets qui appartiennent et qui font partie de la voiture de type Clio. D'accord?
Montons d'un cran encore. On a ce qu'on appelle les métaclasses. Le niveau méta, donc la métamodélisation, c'est les principes du dessin industriel. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on a utilisé pour pouvoir fabriquer les plans de la Clio. D'accord? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour peindre le pinceau de la pipe? Ben, on a utilisé des pinceaux, des crayons, de la peinture. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont déjà au niveau méta. D'accord? Donc, on a les principes, et puis les principes des couleurs et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, on a les principes du dessin industriel. On est au niveau métaclasse. D'accord? Et au-delà de cela encore, pour pouvoir dessiner, faire une voiture qui roule, qui pénètre dans l'air, qui peut changer de vitesse, etc., etc., on a les règles de la mécanique, d'accord? Les règles de la physique mécanique, d'accord? Donc là, on est au niveau encore supérieur, puisque là, on est sur les principes physiques, d'accord? Donc là, au niveau métaclasse. On va rencontrer des concepts comme le concept de roue, par exemple. Ou tous les concepts de résistance des matériaux, des choses comme ça. Alors, si on prend les parallèles par rapport au domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire la Constitution et le domaine juridique du droit. Donc, eh bien, au niveau de l'objet, on va avoir les décisions de justice. Donc ça, c'est vraiment des instances de décision de justice. Donc on va avoir les lois. Donc on va avoir la loi 999-99. Il y a eu telle décision qui a été rendue selon telle loi. D'accord? Donc on est au niveau des objets. Hein, on en a plein. La collection de... Et puis, au niveau supérieur, on comprend bien qu'il y a justement cette loi, qui est la classe, en fait, qui obéit à un domaine et dit, bah, dans tel domaine, on va avoir plein de décisions qui vont être prises, plein d'objets qui vont être de cette nature-là. Donc, c'est le niveau des lois. Au niveau métaclasse, on a la Constitution, qui dirige et qui oriente justement la façon dont doivent être rédigés les articles de loi. Hein. Par exemple, on va dire dans la Constitution, bah, il y a une Assemblée nationale et c'est elle qui définit les lois. Eh bien, c'est pas la même chose que de dire bah, c'est le roi qui décide des lois qui doivent être faites. Donc, c'est les règles de construction des lois. D'accord? Donc là, on est au niveau méta, on est au niveau des articles de la Constitution. Et si on veut aller encore plus haut, au niveau vraiment des principes humains, là, on est au niveau du méta-métaclasse et on est au niveau du préambule de la Constitution. Là, on va proposer des principes beaucoup plus généraux encore qui vont orienter justement la façon dont on va construire la Constitution. On voit bien le parallèle en 4 niveaux. Hein. J'ai rien inventé, hein. C'est quelque chose qui est très connu en informatique et sur lequel enfin très connu des gens qui font de l'informatique théorique et qui font de l'architecture, c'est vraiment les 4 niveaux usuels qui sont utilisés, mais qu'on va retrouver dans plein de domaines, dont ceux-là. Et on va voir les conséquences que ça a, tout ça. Donc on voit bien que il y a ces 4 niveaux qui existent, donc le préambule, les articles de la Constitution, les lois et les décisions conformes à ces lois. Chaque fois, c'est ce qu'on appelle une instanciation des règles du niveau supérieur. Donc si on continue ce parallèle, on voit que donc, plus on monte, plus on est abstrait, plus on descend, plus on est concret. D'accord ? Voilà. On va de l'abstrait au concret ou de l'abstrait au concret, ou du concret à l'abstrait, suivant dans quel sens on chemine. Hein, d'accord ? D'ailleurs, il y a des méthodes qui partent du concret et qui vont vers l'abstrait, qu'on appelle bottom-up, ou d'autres méthodes qui disent on fait plutôt du top-down et on part de l'abstrait pour aller vers le concret. Alors, prenons maintenant quelles sont les modalités d'interaction avec ces différents niveaux. D'accord ? Donc, si je prends par exemple le niveau des objets, pour interagir avec un objet, bah, typiquement, moi je vais conduire ma Clio, et donc j'ai besoin de mon permis de conduire, et donc je suis un conducteur, et j'ai besoin d'un permis de conduire. Pour
fabriquer la classe, c'est-à-dire le plan de la Clio, le dessin de la Clio, etc., etc., là, bah, va y avoir des ouvriers, des ingénieurs, des designers, etc., etc. Ça va être ce genre de personnes. Donc là, on est au niveau tout un chacun, je dirais, au niveau du permis de conduire. Il y a plein de gens. Là, on est déjà à un niveau où il faut déjà avoir une certaine qualification pour travailler sur ce niveau-là. Hein. On n'est plus au même niveau. Au niveau méta, là, on est sur les principes du dessin industriel. Donc là, on va trouver les gens qui vont interagir avec ce niveau-là. Ça va être des enseignants. Hein, c'est dans les écoles, on va vous apprendre les principes des industriels. Donc ça, c'est ceux qui retranscrivent. Puis il y a les normalisateurs, donc les gens qui étudient ça et qui travaillent à longueur d'année, je dirais, sur les principes de la modélisation ou sur des logiciels de modélisation de dessin industriel ou de dessin 3D, etc., etc. Donc qui vont travailler à ces niveaux de représentation. Donc eux, ils se situent au niveau métaclasse, au niveau des principes du dessin industriel qui vont permettre après de dessiner des voitures, qui vont permettre après de les fabriquer. Si on monte encore d'un cran, là on est au niveau méta, c'est-à-dire on est au niveau des principes de la mécanique. Donc là on est au niveau des chercheurs, hein, donc des chercheurs, ça peut être de la science, de la recherche appliquée ou pas, hein, mais on est au niveau des physiciens aussi, c'est-à-dire des gens comme Einstein, comme Newton, etc. Hein. Les physiciens, ce sont des gens de cet acabit-là, ou des gens qui travaillent sur les accélérateurs de particules aujourd'hui. D'accord ? Voilà, si on veut se mettre, parce que évidemment on va de plus en plus vers l'abstrait, donc on voyait bien que c'est de plus en plus difficile d'interagir avec ces différents niveaux, et plus on monte, plus c'est difficile, et plus il faut un certain talent, il faut bien le dire, pour pouvoir le faire. Hein. Tout le monde ne peut pas être Einstein. Si on part maintenant de l'autre côté, si on regarde si on fait exactement le même parallèle, on voit que les décisions de justice, qui est-ce qui interagit avec? Bah, c'est tout un chacun. C'est le peuple, hein, c'est un peu du même niveau que les permis de conduire, quasiment tout le monde a son permis de conduire. Bah, dans le peuple, tout le monde va pouvoir interagir et interagit avec les lois, avec les décisions, avec la mise en œuvre de ces lois. Niveau des lois, qui est-ce qui va les définir? Bah, ça va être le législateur. Typiquement, nous, ce sont les députés, hein, et le gouvernement. Donc c'est déjà des gens qui sont issus du peuple, mais qui ont une certaine qualification juridique, etc. Au niveau métaclasse, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit aussi une émanation du peuple, mais là, on ne sait plus trop qui c'est, hein, puisque ça dépend si c'est justement une assemblée constituante, etc. Déjà, c'est plus flou. Hein. On voit bien que, justement, c'est le sujet qui nous préoccupe, c'est qui travaille au niveau de la Constitution. Est-ce que ça va être une assemblée constituante? Est-ce que ça va être d'autres gens? Comment est-ce qu'on les désigne? Quelle est leur légitimité? Comment est-ce que c'est prévu aujourd'hui? Donc une émanation du peuple. Et alors, au niveau méta, on est encore à un niveau supérieur, et bien là, au niveau, je dirais, moi, ce que j'ai appelé les adoubeurs, c'est-à-dire des gens qui ont essayé d'assembler les principes qui ont été posés par des philosophes. Et parmi les philosophes, sans doute pas les plus mauvais. Hein, on ne parle pas de Bernard-Henri Lévy, là, pour être clair. Hein. On parle de vrais philosophes, quoi. Des philosophes qui sont dans le lourd. Bon, vous connaissez les philosophes sur lesquels on fait reposer la proposition de 6ème République, Michel Clouscar et Simone Veil, et d'autres. Hein, il y a aussi des inspirations qui viennent pas simplement de ça. Hein. Et voilà. Et donc, il y a des gens qui vont essayer d'assembler tout ça pour en faire quelque chose, un ensemble cohérent qui soit opérationnel et qui soit le mettre en musique, quoi. Des chercheurs en sciences appliquées, comme on aura trouvé dans la mécanique en parallèle. Donc voilà. On voit bien, on retrouve en fait les niveaux différents. Donc à partir de là, sur ce dernier point, il y a quand même une réflexion qu'il faut bien avoir en tête, c'est que un flou entoure même la notion de droit naturel. C'est-à-dire la notion de droit naturel, c'est ce qui est justement dans le cœur de la déclaration des droits de l'homme, hein, parce qu'on essaye justement de se rapprocher des droits naturels humains, hein, dans cette déclaration. Et Candide Diderot
un flou entoure la notion même de droit naturel qui, comme le reconnaissait Denis Diderot, auteur de l'article correspondant dans l'architecture, dans l'encyclopédie, c'est une des plus importantes et des plus difficiles à déterminer. C'est Denis Diderot qui le dit, hein. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques, hein. C'est lui qui dit ça. Donc, vous voyez, on est à un niveau difficile, très difficile. À partir de là, ces principes ne peuvent pas, je l'affirme très tranquillement, très simplement, ces principes ne peuvent pas être déterminés par des principes démocratiques, par des mécanismes démocratiques. Ils doivent être ratifiés par le peuple, et modifiables évidemment à son initiative, mais toutes les implications, toute la substantifique moelle de ça ne peut pas être, comme en physique, tout le monde ne s'appelle pas Einstein ou Newton, eh bien pour ce niveau-là, ce sont des philosophes, et parmi les philosophes, les meilleurs philosophes qui ont posé les principes, et il faut s'appuyer sur ces gens-là, et il ne faut pas essayer de dépasser ça parce qu'on ne va pas y arriver. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, à partir de là, quand on a ce constat-là, on peut de façon certaine dire que ce niveau de méta-métaclasse, donc du préambule, ce qui correspond au préambule de la Constitution, ne peut pas être déterminé par des voies démocratiques. Il peut être ratifié, mais pas déterminé. Il ne peut pas être écrit de façon pertinente. Voilà, toute cette démonstration, c'était tout ce détour, c'était pour expliquer ça, pour en arriver à ce point-là, de dire, il y a au moins cette partie-là de la Constitution qui ne peut pas être relevée d'un mécanisme d'élaboration démocratique. Alors, parce qu'il a une sensibilité, le préambule. Le préambule, parce que la Constitution doit être acceptable, donc le préambule, c'est très important, puisque tout découle de ça. Si vous faites une anomalie dans le préambule, bien, tout le reste va découler. Donc c'est vraiment extrêmement sensible. C'est le plus haut du droit, quelque part. Hein. Même si même la notion de droit, quelque part, touche ses limites. Hein, comme le montre Simone Veil, même la notion de droit, dans le préambule, en fait, elle atteint ses limites. Il faut dépasser même la notion de droit. Vous voyez, donc c'est à ce niveau-là. Hein. Bon. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse accéder à ça. Enfin, voilà, c'est tout simplement la vie, quoi. Donc, et c'est sensible, puisque tout découle de ça. Un autre point important dans les enjeux, c'est que la Constitution doit être acceptable par absolument tout le monde. Alors je vais regarder l'heure parce que je ne voudrais pas être trop long. Je pense que je vais peut-être couper cette séance en deux, parce que j'ai encore beaucoup de choses. Et déjà j'ai fait près d'une heure et demie la dernière fois, et c'était vraiment trop long. Et donc là je pense que je ne vais pas aller au bout, je vais peut-être m'arrêter aux enjeux et aller guère plus loin. Et passer à la conclusion. Ça sera l'occasion de faire une deuxième émission. Et puis peut-être de revenir sur ces idées-là, et puis peut-être faire des retours qui me permettront de réexpliquer ou de corriger, hein, d'amender, etc. Hein. Comme je dis, pour moi, on est dans l'Assemblée constituante, c'est maintenant. Donc voilà, c'est le moment de participer. Un autre point très important, c'est que la Constitution doit être acceptable et partagée par tous les citoyens. Parce que c'est ce qui va faire le ciment d'un peuple, les règles du jeu d'un peuple. Il faut accepter les règles du jeu pour jouer ce jeu. Sinon, vous allez faire autre chose. Il faut que très majoritairement, la Constitution soit adoptée. Je vous rappelle que, par exemple, la Constitution proposée par De Gaulle a été adoptée à 80%. Voilà, c'est ce niveau-là qu'il faut viser. Hein. C'est vraiment ce niveau-là. Et quand je parle de réunifier les Français, et pour justement empêcher le néolibéralisme de continuer de nous enfoncer dans la barbarie, l'idée c'est justement de réunir les Français très largement, très majoritairement sur ces sujets, sur des principes fondamentaux importants, et qui vont donner la force derrière suffisante pour dire, voilà, vous n'êtes qu'une poignée avec votre pognon et votre idéologie qui ne fonctionne pas et qui est délétère. Nous sommes tout un peuple et nous voulons changer les règles du jeu. Voilà l'objectif. Voilà pourquoi il y a toute cette construction et tout ça. C'est pas du tout pour s'amuser. Hein. L'objectif, il est là. Hein.
Donc, et il faut que ça, du coup, il faut que ça soit acceptable par tous les citoyens, qu'ils soient de droite, de gauche, et tout ça. Sinon, ça va pas marcher, parce que simplement, les gens, ils vont se révolter, ils vont faire des forces, ils vont essayer par tous les moyens d'empêcher, puisque si ça leur convient pas. Donc, on peut pas se faire plaisir dans une constitution. Hein. Voilà, faut perdre cette idée-là de la tête. Hein. Déjà, on ne peut pas se faire trop plaisir en politique, il faut éviter. On n'est pas là pour se faire plaisir. Mais alors, dans le domaine constitutionnel, alors moins que dans tout autre, hein, il faut quelque chose qui convienne à tout le monde, qui soit acceptable par tout le monde. Et c'est encore 10 fois plus vrai du préambule. Comprenez bien que ça, c'est la Constitution, mais on est encore au niveau méta par rapport à ça, c'est encore beaucoup plus sensible, beaucoup plus important que ça soit acceptable. Donc que ça soit des principes qui soient en même temps, ils sont difficiles à élaborer, mais il faut qu'ils soient compréhensibles et partageables par tout un chacun. Chaque citoyen doit pouvoir au moins s'en faire une idée suffisamment précise. C'est pas facile, hein. Donc, parce que le préambule, comme je disais, bah, tout en découle, et donc il devrait du coup contenir que des principes largement acquis et incontestables et quelque part intemporels également. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire une constitution toutes les 2 minutes, et c'est des principes qui sont durables par définition. Hein. Les principes du droit naturel dont parlait Diderot ou Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, voilà, ce sont des choses qui sont inhérents à l'homme et qui sont quasiment constants tout au long de l'histoire de l'humanité. Voilà, à ce niveau-là que se situe le préambule. Donc quand j'entends des gens qui veulent mettre des trucs dans la Constitution, mais enfin, on est dans du délire complet, quoi. Voilà ce que ça doit être une Constitution. Il faut avoir un petit peu une idée de ce qu'on veut mettre dedans. Et de ce qu'on peut mettre dedans. Là, j'ai même pas dit ce que je mettais dedans. J'ai dit, voilà, ça c'est les critères, c'est l'enveloppe de comment on doit construire une Constitution. De ce qu'il faut, ce à quoi, les exigences auxquelles ça doit se conformer. Et d'autre part, donc, le préambule, sa détermination et sa modification, donc il est très sensible, doivent être protégés. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir des procédures particulières pour, et notamment une majorité qualifiée, pour pouvoir le ratifier et le modifier. Alors, vraiment, il y a des illustrations de ce qu'il faut éviter absolument. C'est, bon, par exemple, dans la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon, ils veulent inscrire l'avortement dans le droit constitutionnel. Mais quel rapport avec les règles du jeu? Mais quel rapport? C'est un sujet qui est clivant à mort, enfin, et qui n'a rien à voir dans une constitution. Enfin, je comprends même pas qu'on puisse avoir l'idée de mettre ça dans une constitution. C'est comme, on va dire, dans la Constitution, je sais pas, tout le monde doit avoir une voiture de fonction. Enfin, c'est de ce niveau-là, quoi. Enfin, on est dans les règles du jeu ensemble. On n'est pas dans le domaine de la politique. D'accord? Ça fait au minimum forcément un peu consensus. Sinon, c'est pas possible. Alors, et il y a eu aussi un autre exemple que je voudrais donner. Enfin, là, vous voyez le lien, je vous invite à consulter ce site. Ça, c'est des gens qui ont fait des ateliers constituants, donc c'est des gens de très bonne volonté, etc. Mais je pense pas, ils n'avaient pas intégré ce niveau de ce que ça doit, ce qu'on peut et ce qu'on peut pas mettre dans une constitution. Et bah, ils ont mis plein de choses, mais alors, voilà... enfin, des trucs très détaillés, si vous voulez. Vous pouvez mettre des principes, mais vous ne pouvez pas rentrer dans des détails ou de dire, voilà, il faut que le SMIC il soit monté à 3 000 €, par exemple, enfin, des choses comme ça, qui seront obsolètes 15 jours plus tard, peut-être, vous voyez. Bon. Je vous invite à consulter ça, le Constitu, c'est des gens de Nancy en 2019. Voilà, ils se sont plein de bonne volonté, ces gens, hein. Je critique pas leur âme, etc. Mais ils se mettent dans un travail constitutionnel et ça peut pas marcher, quoi. Enfin, et ça sera même une catastrophe. Je vais même plus loin que ça, c'est même dangereux, parce que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au niveau constitutionnel, les conséquences peuvent être, enfin, vraiment dramatiques.
Donc l'utopie, non. L'utopie, non. Ça ne fait que des malheurs. On a suffisamment connu de malheurs à cause des utopistes tout au long du XXe siècle pour pas continuer. Les gens qui se vantent d'être utopistes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Soyez réalistes. Hein. Vous voyez dans quelle situation on s'amène avec des utopies? L'utopie libérale libertaire, là, vous voyez où elle nous amène? Où tout est marché, où l'homme est complètement n'est plus que dans un rapport marchand avec les autres gens. Vous voyez où cette utopie nous mène? Parce qu'il faut bien pas oublier une chose, c'est que les modèles dont je parlais tout à l'heure, ceci n'est pas une pipe. Il ne faut jamais confondre le modèle avec la réalité. L'objet, la pipe, c'est une pipe, on peut fumer avec, etc. Et la réalité, c'est la pipe qui la contient. D'accord ? C'est pas le tableau qui représente la pipe. Le tableau qui représente la pipe, il ne fait que représenter. Si la pipe, elle change, qu'elle se casse, ou qu'elle change de propriété, et qui ne sont pas décrites dans le tableau, c'est le tableau qui a tort, c'est le modèle qui a tort. La réalité a toujours raison. La réalité a toujours raison. Moi, ça me rappelle un article que j'avais lu d'Edoui Plenel il y a quelques années, dans Mediapart, où le modèle était plus important que la réalité, mais il l'écrivait quasiment comme ça. Mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Complètement fou. Alors, continuons. Alors, zoom sur l'Assemblée constituante. Alors, est-ce que je continue? Bah écoutez, j'ai bien envie de m'arrêter là. De m'arrêter là justement sur les enjeux pour vous laisser digérer ça et de voir un petit peu ce que digérer toutes ces choses, parce que là je pense qu'il y a vraiment de la matière et toute sa partie sur la partie préambule et sur la partie des niveaux de modélisation et des qualités et des intervenants qui peuvent interagir avec ces choses-là. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer et bien avoir en tête. Je vais juste passer très rapidement sur ça, juste pour dire que aller à la conclusion malgré tout. Je vais aller à la conclusion tout de suite pour pas, enfin j'en ai déjà parlé l'autre fois, hein, peut-être pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. C'est qu'en fait, assemblée constituante, il ne faut pas, les opposer. Les deux sont possibles. Hein. Voilà. Et moi, la proposition que je fais, c'est pas à moi de trancher, c'est pas à vous de trancher, c'est au peuple de trancher. En démocratie, c'est le peuple qui tranche. Et donc la proposition que je fais, c'est il ne faut pas s'opposer entre les gens qui sont pour une assemblée constituante et ceux qui disent qu'il faut une constitution. Il y a une solution très simple pour faire ça. Faire trancher par le peuple. En démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Donc tout le monde sera forcément d'accord sur cette décision, sur cette approche, puisque tout le monde veut plus de démocratie. Donc il n'y a pas de problème. Donc l'idée, la démarche, l'étape, la trajectoire que je vous propose, c'est en première étape, faire élire un candidat, un président dont le seul mandat sera de mettre en place la 6ème République. Et dans le cadre de cette mise en place, dans l'étape 2, il va soumettre à référendum le choix suivant. Voulez-vous une assemblée constituante ou voulez-vous adopter la constitution qui aura été proposée par un certain nombre de gens immédiatement. Voilà. Donc à partir de là, soit on part avec une constitution élaborée en amont, soit on met en place une assemblée constituante, mais c'est le peuple qui aura tranché cette question, et ça me semble tout à fait pertinent. Hein, parce que là, en démocratie, c'est le peuple qui tranche. Et puis, un autre point très important, c'est que même si c'est pas une des deux, si c'est pas l'option qui est à vos faveurs qui l'emporte à ce moment-là, c'est pas grave. Parce que de toute façon, même si c'était le B par exemple qui l'emportait, dedans il y a le RIC. Et le RIC, ça permet d'ajuster la Constitution au fil du temps, de toute façon. Donc il faut bien s'inscrire, hein, comme le disent les gens d'article 3, qui sont des gens très réalistes, je trouve très réalistes, très posés, et qui ont une vision justement à long terme et qui déroulent le RIC. C'est-à-dire, mais à partir du moment où on a le RIC, ça va se faire progressivement, on va avancer progressivement, sans brusquer les gens, etc. Et si on veut après mettre une assemblée constituante, on pourra le faire ou changer en disant, bah non, on veut plutôt une autre constitution qui a une cohérence, etc. Voilà. Le RIC
permet de faire évoluer les choses et de façon démocratique. Donc, c'est pas la fin de l'histoire. Donc voilà, il y a urgence, il faut trouver une solution. Moi, je propose une solution consensuelle qui permet de faire travailler tout le monde dans la même direction et d'arrêter de s'être sur des guerres purement théoriques qui n'ont pas d'intérêt pratique. Voilà, pratiquement, en démocratie, c'est le peuple qui tranche. Ben, force de retrancher sur ce point, puis c'est tout simple. Alors, donc je ne vais pas résumer parce que je ferai ça la semaine prochaine. Je vais aller directement à ce que j'avais porté. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de mercredi de l'espoir, donc on continuera sur cet aspect constitution. Hein, donc du coup, parce que bon, hein, il y a un rendez-vous pour avancer, voilà. Et j'espère que qu'on va aller de l'avant et que vraiment que la mayonnaise va prendre et j'en suis sûr. Enfin, moi, je suis serein. Comme je vous le dis, moi, je suis très serein. Je vois le succès de la vidéo qu'on a parlé tout à l'heure. Déjà, il y a les germes là-dedans. Donc, que ça soit partagé, etc., je me dis, oh, mais voilà, les gens commencent à... Voilà, on va se rapprocher, on est encore loin de l'élection présidentielle, mais il faut le préparer maintenant. Vous comprenez bien que si on fait une constitution, ça ne va pas se faire en 2 minutes. Donc il faut le préparer maintenant, il faut travailler dessus. Les gens ne sont pas encore rentrés évidemment là-dedans, mais voilà, ils commencent à voir les enjeux, ils ont vu ce qui s'est passé à Dijon, ils voient la barbarie qui monte, qui les touche, le Covid, etc. etc. Tout ça, c'est des éléments de barbarie. Ils se sont dit, oh, on va arrêter de faire les cons, il va peut-être falloir qu'on s'occupe à faire de la politique et de la faire sérieusement. Donc, la semaine prochaine, pas de rendez-vous, pas de mercredi de l'espoir, puisqu'il y a un rendez-vous pour avancer. Donc, pareil, donc l'épisode 3, bah, ça sera l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est encore repoussé plus loin. Bon. Alors, voilà. Un dernier mot de la fin, donc sur les liens Internet. Donc, justement, je vous conseille de cet article, cette interview, enfin cette rencontre, hein, Jacques Sapir, il fait ça régulièrement sur Sputnik, et puis il y a aussi un lien YouTube. Donc le plan de relance européen, le néolibéralisme au nom de la solidarité, je vous conseille cette émission qui est très intéressante, qui parle justement des aspects constitutionnels et justement du prochain champ de bataille dont je vous parle. Donc je vous conseille cet article. Et puis, alors, est-ce que j'ai autre chose? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Alors, après cela, donc je vais revenir, moi, peut-être en plein écran. Voilà. Je vais peut-être recadrer un peu ça. Voilà. Ah, quand même, pas me couper trop la tête. Voilà. Donc, au travers de la crise du Covid-19, donc il y a quelque chose d'important hein, quand même qui se passe, c'est cette histoire du fédéralisme européen, et donc qui sera un recul démocratique majeur, parce qu'on va faire passer la gouvernance économique des pays sous le contrôle de la Commission européenne, au travers justement du plan d'aide qu'ils veulent mettre en place avec ce plan d'aide européen. C'est-à-dire un modèle proche de la Grèce, c'est-à-dire on ne parle pas de la Troïka, comme était le cas de la Grèce, mais on va en arriver à ça, vous voyez. Et donc, et notamment Thierry Breton qui disait en parallèle, ça serait peut-être le moment de lever un impôt européen pour rembourser cette dette. C'est-à-dire qu'on crée des milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour sauver des banques, on crée des dizaines et des dizaines de milliards, parfois d'une semaine, d'un jour à l'autre, mais là, pour un montant de 750 milliards d'euros, là, il va falloir que les États empruntent à des banques privées, or que c'est eux qui créent la monnaie, s'ils veulent. Et donc, il suffirait juste de créer la monnaie, et ça fonctionnerait. Vous voyez ce que je veux dire? Et on n'aurait pas besoin de... Mais non, on préfère mettre ça sous forme d'emprunt, hein, alors, ils n'appellent pas ça emprunt, mais ça revient à ça, et donc en passant par les marchés privés, donc par des intermédiaires qui n'ont juste aucune valeur ajoutée, à part s'en mettre plein les poches, et voilà le monde dans lequel on est, quoi. Enfin, et ce qu'on nous vend. Vous voyez le truc? Donc ça, c'est assez grave. Donc ça, c'est vraiment une destruction, là. Ils vont profiter de cette crise pour ça.
Donc voilà, hein, la Banque centrale et l'euro, pour le coup, ils pourraient servir à quelque chose et pourraient servir justement à faire ça beaucoup plus simplement et beaucoup plus efficacement, en plus. Donc la mise à mal de la sécurité sociale et des ACDIC, ça va, ils enlèvent une grande part des recettes. Donc d'un côté, on coupe les recettes, puisque là, les cotisations sont supprimées, ou reportées. Mais bon, moi je dis que ce report, c'est plus pour les supprimer. Et non seulement ça, mais en plus, ils vous donnent des chèques. Ils donnent des chèques aux entreprises en ce moment. Moi, j'ai reçu de l'argent, j'ai rien demandé. Et donc, mais ça, c'est pour mettre... Vous croyez qu'ils font ça pour le plaisir? Ils font ça pour dire, eh bien, on va détruire, en fait, la sécurité sociale et les ACDIC. Tous les acquis, en définitive, de 1945. Ce sont de véritables gangsters. Vous voyez Helsinki, ce qu'ils ont fait à la fin de l'Union soviétique, c'est de ce niveau-là. C'est des gens, c'est des pillards. Ils sont en train de piller. Ils vont piller tout ce qui a été construit, toute la France qui a été construite. Ce sont des gangsters. Il n'y a pas d'autre mot. Les gangsters. Donc, je vous invite à regarder l'émission de Jacques Sapir, hein. Et je le rappelle, le prochain lieu de la bataille, c'est sur la démocratie, sur la Constitution. Voilà. C'est là, ça peut paraître abstrait, mais c'est là que ça va se jouer. C'est là que ça va se jouer, comme ça s'est joué en 2005. Et là, on peut gagner. On a déjà gagné, on peut regagner. Alors, sur la mort de George Floyd, comme je le disais tout à l'heure, bon, donc déjà, bon, ça se passe aux États-Unis, bon, ok. Donc, on en parle dans le monde entier, mais je vois pas trop pourquoi, mais bon, bref. Puisque ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France, ça n'a pas grand-chose à voir quand même, hein, l'histoire n'est pas du tout la même. Et donc, quand on voit tout, enfin, Castaner et compagnie, et tous les médias néolibéraux, à l'unisson, tous, ils vous parlent de ça dans la même direction, etc., sur toute la planète, moi, ça m'interroge. Je dis, mais pourquoi les néolibéraux qui n'arrêtent pas de nous taper et qui essayent justement de bousiller tout, la sécurité sociale, et là, d'un seul coup, oh, sur l'anti-Erasmus, ils sont super gentils, etc., etc. Vous y croyez, vous? Faut vraiment être naïf pour y croire, hein. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est une instrumentalisation qui vise à nous diviser. On va mettre les noirs d'un blanc, les blancs d'un côté, les jaunes d'un autre. Là, il va y avoir les Tchétchènes, là, il va y avoir les islams, là, il va y avoir les machins, là, il va y avoir les trucs. Voilà ce qu'ils cherchent. Communautariser, diviser pour régner. Parce qu'ils croient qu'ils vont régner sur un tas de cendres, sur un tas de gens qui seront tous sur une barbarie, quoi. Ou c'est peut-être même leur objectif. Hein. On se demande parfois s'ils sont vraiment très sensés, ces gens-là. Enfin, ils n'ont pas de plan à long terme. Enfin, leur plan à long terme, c'est une horreur. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, attention, par contre, en s'engageant dans ces trucs-là, attention, la violence appelle la violence. Et donc, la violence, c'est ajouter de la barbarie à la barbarie. C'est une spirale. Donc, ne pas rentrer dans cette spirale de la violence. Ça, c'est vraiment important. Nous n'avons aucun intérêt, on ne peut rien gagner, on ne gagnera rien de cette manière-là. Rien du tout, croyez-moi. C'est la force, c'est toute une population quand elle se met en mouvement, quand elle dit, bon, moi, je reprends l'exemple de tout à l'heure, quand De Gaulle a pris le pouvoir en 58, ce qui était un coup d'État, hein, appelons un chat, mais qu'il a fait adopter sa constitution à 80%, fin du débat, hein. C'est fin du débat. Maintenant, c'est Camembert, et c'est les gens qui ont mis ça en place, et puis ça n'a pas empêché de dégager De Gaulle 9 ans plus tard, hein, enfin non, 11 ans plus tard. Voilà. Mais on est à un tournant historique, même plus qu'un tournant historique, un tournant civilisationnel, et je crois qu'il est vraiment temps d'en prendre conscience, et donc de ne pas se laisser diviser justement par tous ces trucs et toutes ces instrumentalisations. Ce qui est important, c'est pour les personnes d'une même nation, mais qui sont d'origine différente, c'est de ne pas se monter les uns contre les autres. Donc les gens, parce qu'il y a des gens qui cherchent justement à monter des communautés. Les islamistes, les frères musulmans, ils sont pour ça. Les gens, les indigènes, ils sont pour ça. Ils sont pour monter une communauté. Ils créent leur tribu, parce qu'eux, ils vont être chefs de la tribu. Or qu'aujourd'hui, ils ne sont pas grand-chose dans la société actuelle. Donc ils ont tout intérêt au communautarisme. Donc il y a une alliance objective entre les néolibéraux et tous ces groupes.
Regarde qui défendent toutes ces communautés et la mise en place de toutes ces communautés. Donc il y a beaucoup de gens qui le comprennent bien et qui savent qu'il faut absolument pas tomber dans cette truc-là. Et c'est bien pour ça qu'ils se font monter la mayonnaise et qu'ils mettent ça en avant pour monter le communautarisme. Ce sont vraiment des gangsters, enfin des gangsters au sens premier du terme. C'est Al Capone, ces gens-là. Parce que quand on arrive à faire ce genre de choses, mais on détruit la société, mais de façon complètement explicite. Explicite, on veut détruire la société en créant du communautarisme. Voilà, parce qu'on sait ce que ça donne, le communautarisme. Et en fait, c'est la poursuite des transgressions en fait libérales-libertaires, hein, dont je parlais la semaine dernière dans le domaine des relations sentimentales, sur un autre terrain. En fait, on continue cette politique de transgression qui n'est que fait que détruire et pousser les civilisations dans la décadence. Donc il faut être plus intelligent et ne pas tomber dans ce piège, s'il vous plaît. Hein. Il faut unir le peuple de France, tout le peuple de France. Voilà, quelles que soient ses origines, du moment qu'on veut construire la France ensemble. Et là, le projet de cette constitution, c'est ça. C'est de construire la nouvelle France ensemble, avec tous les gens, quelle que soit leur origine. Voilà. Du moment qu'on veut construire une France et reconstruire un peuple si divisé depuis tant d'années. C'est un préalable à tout vrai changement. Il n'y aura pas de changement possible sans union du peuple en premier. C'est pas possible. Comme je disais tout à l'heure, Marine Le Pen, elle prend le pouvoir demain, déjà elle va être empêchée par toute une campagne médiatique, etc., par la pression de l'étranger et compagnie, et puis il va y avoir plein de révoltes à droite à gauche, elle ne pourra rien faire. Et si elle veut faire des choses, hein, admettons, ça sera la guerre civile. Ça va précipiter le pays dans la guerre civile. Voilà la seule chose que ça va faire. Et puis derrière, ils feront des révolutions orange ou d'autres couleurs, etc., etc. Voilà la réalité. Donc, soyons sérieux, voilà. Avoir le nombre, justement. Avoir, mais le nombre, quand je parle de nombre, c'est vraiment le gros nombre, le peuple. Pour construire un nouvel espoir, un nouvel avenir, voilà, c'est la meilleure solution pour s'en sortir. Et on peut le faire. Vraiment, on peut le faire. Là, il y a une maturité de la population, je crois, aujourd'hui, qui permet ça. Je suis persuadé qu'on peut le faire. On peut le faire. Donc, rejoignez l'initiative 1P6R, hein, inscrivez-vous sur le site. Bon, il y a eu quelques difficultés sur le site récemment, parce que il y a des plateformes sur lesquelles ça marche pas bien. Bon, ça a été plus ou moins réglé. Enfin, voilà. Mais donc, inscrivez-vous, bah voilà, il faut se bouger, hein. Ça ne se fera pas tout seul. Je ne vous dis pas donc à la semaine prochaine, mais à la semaine suivante. Et ben, en attendant, hein, contribuez, participez. Il y a les actions, il y a tout ce qu'il faut sur le site pour s'engager, pour participer. Et écrivez, envoyez des mails, etc. Envoyez vos commentaires, publiez, partagez les vidéos. Il y a une autre vidéo qui va sortir prochainement, comme je vous disais, sur les conditions du succès pour 2022. Et on en dira plus prochainement. Allez, à très bientôt, portez-vous bien, faites attention, hein, le Covid c'est pas fini, j'en ai pas parlé là, mais il y a des choses intéressantes à dire. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.